Chers amis internautes, bonjour. Avant de démarrer cette première session de chat vidéo de l'année, permettez-moi de vous souhaiter une belle et heureuse année 2016. Les questions sont encore nombreuses ce soir, donc sans plus attendre, la première question. Alors, première question de Daniel. Bonjour Monsieur le maire, que pensez-vous faire pour l'Yévrette qui longe la rue Charlet en sachant qu'elle se bouche de plus en plus à cause des arbres qui poussent partout et jusqu'en plein milieu? Ceci avec un risque de débordement comme en juin dernier lors d'un gros orage. Merci. Écoutez, par rapport à ce cours d'eau, là nous en avons discuté donc, en fin d'année, donc il est question de, plus que question, hein, c'est une réalisation que nous allons faire dans quelques semaines maintenant, pour la partie qui se trouve du côté de la ville de Bourges, hein, on va dire du côté de la rue Charlet, nous allons à la fois enlever les embâcles, hein, et tout ce qui peut empêcher au cours d'eau de couler, et nettoyer tous les arbres ou les arbustes qui se trouvent sur la partie publique, puis sachant que de l'autre côté, de l'Yévrette, les propriétaires sont des propriétaires privés, et c'est de leur responsabilité effectivement de nettoyer. Question de la dernière session de chat de voyageurs de bus. Bonsoir Monsieur le maire, je remarque que les écrans à l'intérieur des bus de ville qui indiquent l'itinéraire et les prochains arrêts ne marchent pratiquement jamais et cela est embêtant quand on ne connaît pas parfaitement le trajet. Si vous pouvez y remédier, ce serait très bien. Merci et bonne soirée. Bon, écoutez, je peux pas résoudre le problème là aujourd'hui, donc j'apprends de cette difficulté. Je suis un peu surpris parce qu'il m'arrive de temps en temps de prendre le bus, donc je n'ai rien de constaté en termes de dysfonctionnement. Voilà, je prends la question et je me rapprocherai des services d'Aglobus pour résoudre ce problème qui effectivement est complètement entier pour des utilisateurs de bus qui ne connaissent pas la ville. Question de Jean-Louis. Bonjour Monsieur le maire, la troisième tranche de travaux 2015-2016 de dévasage des marais classés n'aura pas lieu selon des rumeurs. Les associations de maraîchers ne sont pas informées. Pourquoi ce manque de communication de vos services? Merci de votre réponse. Bon, écoutez, donc j'ai demandé à mon directeur général des services, pas plus tard que lundi, de me faire un point sur ce sujet, hein, qui est le curage donc, de certains coulants des marais. À ma connaissance, il n'est pas question effectivement de ne pas continuer, de pas poursuivre sur ce curage. Je sais que les prélèvements obligatoires ont été réalisés en milieu d'automne, que les résultats étaient compatibles du dévasage et surtout le fait qu'on puisse redéposer les vases sur les parcelles des propriétaires qui l'ont accepté. Malheureusement, j'aurais tendance à dire que vous savez qu'on a eu un événement fort puisque notre maire adjoint en charge de l'environnement qui avait en charge ce dossier est décédé donc, il y a quelques jours. Donc je reprends ces dossiers, mais à ma connaissance, il n'y a aucune raison qu'on ne fasse pas cette troisième opération de curage, puisque ça fera effectivement la troisième année que nous opérons. Question posée par Mich lors du dernier chat. Il est certes très tôt, mais serez-vous unis, la droite et le centre, aux prochaines élections municipales? Oui, vous avez raison, il est trop tôt pour ça. Je vous rappelle simplement que nous n'avons pas atteint encore le premier tiers du mandat, hein, puisque ce sera le cas dans quelques semaines. Vous savez, la priorité aujourd'hui, c'est surtout de faire en sorte de conduire à bien ce mandat avec un objectif qui est mon devoir, de faire en sorte que les finances de la ville de Bourges soient acceptables à la fin du mandat, de manière à ce que le prochain maire puisse enclencher une dynamique telle que nous l'avons connue ces mandats précédents. Alors, vous savez, moi je suis toujours partisan que les équipes, quelles qu'elles soient unies dans l'action. Ça peut être le cas, et ça doit être le cas dans le cadre des prochaines élections municipales de 2020. Voilà, j'œuvrerai à temps pour que ça se passe ainsi. Bon, d'ores et déjà, je n'ai pas annoncé ma candidature, donc là, nous avons encore un peu le temps pour le faire. Mais bien évidemment, il faut que les équipes qui se présentent à des élections soient des équipes unies, qui soient convaincus par la démarche, qu'il y ait des projets communs, toujours dans l'optique du service à la population, aux berruyers et surtout dans l'intérêt général. Donc
voilà, je ne vais pas préjuger de ce qui va se passer là, dans quelques années, mais en tout cas, si j'étais amené à conduire une nouvelle liste, elle serait dans l'esprit d'avoir une liste commune, partagée et sans divergence. Question de Marco. Bonsoir monsieur. Malgré tous les risques d'attentats en France, est-ce prudent de maintenir le printemps de Bourges cette année? Vous savez, ce qu'attendent aujourd'hui les terroristes qui ont agi malheureusement sur notre territoire en 2015, c'est justement d'atteindre la France, dans ce cas-là le plus profond, qui sont ses valeurs, et puis c'est aussi cette liberté en particulier parmi les valeurs de la République. Donc il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là, il ne faut pas faire en sorte, pour des raisons sécuritaires, d'arrêter le pays et d'arrêter notre ville de Bourges en particulier à travers les événements qui sont forts par rapport à son attractivité et puis par rapport à son animation, par rapport à son développement économique. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui le choix est effectivement de poursuivre le printemps de Bourges encore cette année et puis j'espère encore bien évidemment les années à venir. Il sera temps de prendre des mesures de sécurité de manière à ce que le printemps de Bourges ait lieu dans de bonnes conditions. Donc ce sont des sujets qu'on traite déjà, d'ores et déjà avec les services de la préfecture, de manière à avoir les forces de l'ordre et sécuriser en fait ce bel événement. Je crois qu'il ne faut pas rentrer dans un système où tout doit s'arrêter et surtout pas faire le jeu des terroristes encore une fois. Voilà, c'est notre devoir aussi d'avancer et c'est ce qui se passe d'ailleurs sur notre territoire français d'une façon générale, c'est que les manifestations se poursuivent et puis dans des conditions de sécurité qui doivent être mises en place, peut-être renforcées justement dans l'objectif que tout se passe bien. Question de Maë. Bonjour monsieur le maire, j'ai entendu parler d'une augmentation d'impôt de 20% cette année. Est-ce vrai? C'était des rumeurs qui courent en fait sur ce sujet-là. Alors 20%, je ne sais pas. D'abord, je ne sais pas si on augmentera les impôts, d'une part. Alors avant même d'avancer des chiffres comme cela, je pense que ça fait partie des méthodes de déstabilisation de l'équipe municipale qui n'a aucun intérêt. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, le vrai sujet, comme je disais au premier internaute, c'est de faire en sorte que les finances de la ville soient acceptable, on va dire, à la fin de ce mandat, une fois encore pour que l'équipe qui prendra la ville en 2020 se trouve dans une situation qui lui permette de poursuivre les investissements, d'animer la ville, d'appuyer sur le développement économique. À partir de là, tout est fait aujourd'hui pour faire en sorte d'éviter, autant que faire se peut, d'utiliser le levier fiscal. Encore ces jours-ci, et puis après ce chat vidéo, nous avons une réunion sur la préparation du budget 2016, mais en tout cas, voilà, nous ne sommes pas du tout sur ces schémas, et ceux qui font courir ces mauvais bruits n'ont aucun intérêt, une fois encore, de déstabiliser une équipe municipale. Je crois que ce n'est pas l'objectif, nous ne sommes pas du tout, en tout cas, dans cet état d'esprit. Faisons tout de manière à continuer à faire des économies, là où elles doivent être menées, tout en faisant en sorte d'assurer le service public, parce que c'est aussi notre responsabilité. Question de Marina. Bonjour. En 2016, comptez-vous mettre l'accent sur le développement du tourisme et l'attractivité économique qui en découle? Notre ville dispose d'un patrimoine naturel et historique considérable. Le mettre en valeur redonnerait peut-être des couleurs à la situation financière de la ville. Bon, nous n'avons pas attendu 2016 pour agir dans le domaine de l'attractivité de la ville, hein, donc c'est bien évident. Il a déjà été fait un certain nombre de choses, nous allons poursuivre. Hein, donc, en particulier, vous savez, la particularité de Bourges, c'est que c'est une ville qui n'est pas suffisamment connue hein, sur notre territoire et même à l'extérieur de nos frontières. Quand on parle de Bourges, en fait, le seul réflexe, c'est de dire ah oui, Bourges, le printemps de Bourges, mais on n'arrive même pas à situer la ville. Donc, avant même de mettre en avant effectivement ces atouts, pardon, qui sont des atouts de patrimoine, atouts culturels, il faut
faire en sorte de faire peut-être notre ville sur d'autres aspects qui permettent justement aux visiteurs, aux touristes de découvrir cette ville où ils ne seraient peut-être pas venus spontanément. Alors je vais prendre deux exemples qui ont eu lieu en fait l'année dernière et que nous poursuivons cette année. C'est la descente infernale qui a réuni 12 000 spectateurs fin juin 2015, puis le trail urbain une semaine après, qui a fait participer beaucoup de coureurs habitués des trails et donc les organisateurs ont même refusé d'accueillir plus de participants. Ce sont des événements qui paraissent comme ça mineurs mais qui ont un impact important sur l'attractivité. Une fois encore, ce sont des événements qui permettent de faire venir des visiteurs d'une façon un peu détournée dans notre belle ville de Bourges et sur notre territoire et de faire en sorte aussi que les visiteurs découvrent la ville autrement. Et ça, c'est très important. Puis le deuxième impact, c'est le développement économique, c'est-à-dire que toutes ces manifestations qui coûtent vraiment très très peu cher à la ville permettent aussi un développement économique, notamment au niveau des commerces, des restaurants et de l'hôtellerie. Donc voilà, entre autres, tout ce que nous pouvons faire. On a un office de tourisme aussi qui est très dynamique, qui permet de faire connaître les atouts de la ville, alors les atouts du patrimoine historique, bien sûr la cathédrale Saint-Étienne, bien évidemment le palais Jacques-Cœur, mais aussi tout le poumon vert. J'étais encore ce matin dans les Marais avec un journaliste qui ne connaissait pas Bourges et ne connaissait absolument pas la présence des Marais. C'est vrai qu'on a des atouts qui sont majeurs et c'est aussi le rôle de l'Office du tourisme et des infrastructures qui travaillent sur le tourisme, sur le périmètre de la ville ou même au niveau du département, de faire la promotion de tous nos atouts. Donc une fois encore, on n'attend pas 2016 pour mener des actions, ça fait très longtemps que le mène et on poursuit effectivement cette dynamique dans ce sens parce que c'est fondamental pour nos territoires. Question d'André. Bonsoir Monsieur le maire. Si l'on se fie à la question de la semaine concernant la pertinence de la construction d'une nouvelle maison de la culture et d'une situation financière difficile pour la ville, est-ce que cela insinue une fin du projet de la MCB2 ? Vous savez, nous sommes en pleine préparation du budget 2016 depuis quelques semaines. Et effectivement, le sujet de la maison de la culture qu'on appelle MCB2, le projet qui est en cours, est une question qui va se poser. Donc, on prendra une décision, je pense, très prochainement, en tout cas sans doute courant février. Dans différentes hypothèses, faut-il maintenir, faut-il poursuivre, faut-il suspendre, faut-il arrêter, faut-il faire porter ce projet par d'autres. Donc c'est des vraies questions qu'on doit se poser, parce qu'au-delà, ce qui me semble nécessaire, c'est que Bourges soit équipé d'une maison de la culture, et d'une maison de la culture du XXIe siècle, avec tout ce que ça entend derrière, avec une ouverture peut-être plus grande que le site actuel que vous avez connu, avec des conditions de fonctionnement aussi bien meilleures. Il faut mettre en regard effectivement ce que ça peut coûter à la collectivité, et sommes-nous capables aujourd'hui de soutenir encore de soutenir ce projet? C'est une vraie question qu'on doit se poser. Ce sera une décision, on va dire, un peu collective que nous aurons sur ce sujet et sur bien d'autres, mais une fois encore, rien n'est statué aujourd'hui. Question de JF Chauveau. Bonsoir. J'ai laissé un mot à l'accueil pour un souci avec la police municipale. Mais sans retour, j'ai contacté ce service pour un véhicule gênant devant mon entrée et une fois sur place, ils n'ont rien fait. Faut-il habiter rue Moyenne pour être entendu ? Vous savez, il n'y a pas de quartier privilégié ni de rue privilégiée. S'il fallait effectivement d'être plus sévère rue Moyenne que dans d'autres quartiers, eh ben, je vous dirais très simplement, c'est qu'on n'est pas encore assez sévère rue Moyenne parce que je trouve qu'il y a des incivilités, notamment au niveau du stationnement sur les trottoirs, qui m'insupportent. Voilà, alors je ne connais pas le sujet particulier. Moi, ce que je vous invite éventuellement, c'est de me faire un petit email ou un courriel, ou un courriel, c'est la même chose, excusez-moi, mais ou un courrier plus exactement pour m'exposer un peu la situation et puis que je puisse enquêter pour savoir exactement ce qui s'est passé. Moi, je voudrais quand même saluer les équipes de police municipale, qu'ils soient les ASVP ou les policiers municipaux, pour le gros travail qu'ils font.
dans une situation, un contexte évidemment difficile, notamment en termes de sécurité. Voilà, alors il peut y avoir des choses qui ne fonctionnent pas, bon, tout ne peut pas être parfait. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me faire savoir directement par un courrier ou un courriel, et j'enquêterai sur la situation sur ce sujet-là pour voir ce qui s'est réellement passé. Question de Ben. Bonsoir. Vous parlez de mesures d'économie et d'augmentation d'impôts. Mais pourquoi ne pas mettre certains services rendus à la population payants? Cela évitera de ponctionner une nouvelle fois les contribuables. Voilà, c'est une piste. Ce sont aussi des pistes de réflexion, comme je disais tout à l'heure, sur tout le travail qui est mené depuis quelques semaines et qui est en train de se concrétiser en vue de la préparation du budget 2016 et au-delà, hein, parce que je souhaite qu'on se fasse une vraie feuille de route jusqu'à la fin du mandat. Effectivement, des prestations qui aujourd'hui ne sont pas gratuites mais non payantes, parce que rien n'est gratuit, hein, forcément. Il y a forcément des financeurs derrière, quoi qu'il en soit, et il y a aussi des questions qui se posent à ce sujet-là. Donc ça fera l'objet de discussions qu'on va avoir à la fin de ce chat vidéo, entre autres. Je sais qu'il y a des propositions dans ce sens, donc on ne s'interdit rien à ce stade. Sur toutes les décisions que nous allons prendre, nous allons vraiment peser l'impact financier et puis l'impact par rapport aux services rendus aux verrouillés. Donc il faut vraiment qu'on pose tous ces éléments sur la table, qu'on y réfléchisse ensemble, qu'on y prenne des décisions collectives. L'objectif étant, une fois encore, de fortement améliorer la situation financière de la ville qui est très très préoccupante et assurer toujours le service public et l'animation de la ville. Question de Sof. Vous attendiez-vous à gérer des dossiers si complexes et une situation financière si difficile en arrivant à la tête de la mairie? Alors c'est une très bonne question, comme les précédentes d'ailleurs, mais en fait, oui, vous savez, quand on candidate pour être maire d'une ville ou président de l'agglomération, on sait que la charge va être lourde et importante, bien évidemment, mais c'est quand on est dedans qu'on s'aperçoit de la réalité du poids de cette fonction. Mais voilà, c'est un choix délibéré. Rien n'est facile, hein, c'est clair, c'est pas plus compliqué, on va dire, à Bourges qu'ailleurs. Voilà, il faut appréhender les dossiers, faut être à l'écoute des verrouillés, il faut essayer autant que de besoin de répondre à leurs attentes, il faut gérer les dossiers divers et variés. En plus, je dirais, la double fonction de maire et de président de l'agglo élargit le champ d'action, et en tout cas, c'est important que le maire de la commune soit président de l'agglomération. Je m'en aperçois réellement maintenant, très précisément. Et puis sur la situation financière de la ville, vous savez, je me doutais que la situation allait être difficile, mais très franchement, pas à ce point-là. Et quand j'en ai discuté avec les anciens élus qui se retrouvent aujourd'hui élus dans cette nouvelle équipe, voilà, ils découvrent aussi les choses. C'est-à-dire que mon prédécesseur avait un mode de management qui était le sien, je ne critique pas. Et en tout cas, en tant qu'ancien élu dans le mandat précédent, j'assume complètement les décisions qui avaient été prises, puisque ces décisions avaient été pour la plupart du temps discuté, même voté au sein de l'équipe municipale. Mais par contre, effectivement, nous avions peut-être une vision en préparation de budget, une vision un peu courte et sans trop de prospective sur les années à venir. Voilà, ça fait partie d'une donnée d'entrée. Maintenant, il faut, comme je disais tout à l'heure, assumer. Moi, je prendrai mes responsabilités, j'assumerai la situation. Les élections ont lieu, les électeurs m'ont choisi comme maire et ont choisi mon équipe municipale. Je suis maintenant, depuis 2014, le maire de tous les verrouillés, quels qu'ils soient, même si ceux qui n'ont pas voté pour moi. Et cette fonction, je vous assure, est passionnante, compliquée, peut-être plus compliquée que je l'imaginais, mais en tout cas, voilà, elle correspond tout à fait à ce que je souhaite, c'est me mettre à la disposition des verrouillés. Je dois servir les verrouillés, c'est la fonction d'un élu, c'est la fonction d'un maire en particulier, et toutes les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, je peux vous assurer qu'on les traite d'une façon sérieuse, on les traite en échange, en partage, et puis au bout du compte, le maire prend des décisions qui ne sont pas des décisions populaires. Hein. Souvenez-vous, dans ma campagne, j'avais dit que les 10 premières années, nous allions prendre des décisions impopulaires. Nous ne connaissons pas dans le détail la situation. Donc voilà, c'est des choses que nous avons réalisées
depuis quelques mois. Mais en tout cas, voilà, l'objectif, c'est pas d'embêter les verrouillés, bien au contraire, c'est de faire en sorte que la ville soit dans de bonnes conditions pour, une fois encore d'ici la fin du mandat, de manière à ce que en 2020, on se retrouve dans une situation qui soit je vais un peu plus confortable, tout au moins acceptable, avec l'objectif de redonner un peu plus de dynamisme à notre ville. Et voilà, donc c'est simple. J'ai fait un choix, j'ai été candidat, j'ai été élu, ben j'assume maintenant mes responsabilités et les difficultés du poste. Question de JR. Bonjour Monsieur le maire, pouvez-vous nous donner quelques pistes d'économie que vous envisagez de réaliser cette année à Bourges? Devons-nous nous attendre à la fermeture de services ou d'équipements municipaux comme en 2015 avec la piscine Robinson? Je ne vais pas préjuger du résultat du travail qui est mené par mes équipes et d'élus, hein, et même les équipes de l'opposition que j'ai invitées à ces ateliers qui ont démarré dès lundi. Certains sont venus, certains ne sont pas venus, après c'est leur choix. Des équipes aussi, on va dire, administratives et opérationnelles de la ville de Bourges. Donc, si j'aurais demandé de travailler et me faire des propositions, c'est pas pour avoir pris les décisions avant à leur place. Donc ça c'est clair. Alors, une fois encore, l'objectif étant de maintenir le service public autant que faire se peut, tout en faisant des économies. Donc c'est parfois un peu anachronique, mais ça veut peut-être dire qu'il va falloir changer un certain nombre de choses. On peut de toute manière pas continuer sur cette lancée, c'est juste impossible. Le risque, c'est qu'on soit sous tutelle de l'État, et l'État, je vous assure, s'il est amené à prendre des décisions sur notre collectivité, ça ne sera pas celles qui seront discutées. Hein, donc voilà, voilà, je ne vais pas préjuger une fois encore tout le travail qui a été fait. Il y aura des présentations faites en conseil municipal très prochainement, puisque c'est le lieu de débat, des représentants élus de la ville de Bourges. On verra le résultat de tous ces travaux et du vote du budget qui a lieu au mois de mars. Alors, une question issue du dernier chat posée par Chauveau. Monsieur le maire, vous plantez des arbres dans le quartier des Pigelins et vous voulez arracher ceux de Sérocourt. N'avez-vous pas l'impression de vous tirer une balle dans le pied? Écoutez, pas du tout, parce que pour des raisons, je dirais, culturelles, d'attractivité de la ville, développement culturel de notre ville, on est contraint sur des choix techniques d'abattre 80 arbres, et puis qu'à côté, on en plante 10 500, on n'est pas du tout sur la même échelle. Hein. Donc tout ça me semble complètement cohérent, sachant que les 10 500 arbres correspondent à un corridor écologique, hein, qui a été décidé conjointement, ce qu'on appelle une forêt urbaine, qui va participer à la biodiversité, à l'amélioration de la biodiversité de notre ville, même de notre agglomération, qui va participer aussi à notre échelle, hein, à améliorer on va dire, la qualité de notre planète qui s'est dégradée ces dernières années. Et puis, il faut retenir aussi une chose, c'est que d'autres arbres ont été plantés dans les mandats précédents. Plusieurs centaines d'arbres ont été plantés encore à l'automne dernier. Donc voilà, nous sommes sur une dynamique de plantation d'arbres. Mais aussi, on est aussi parfois contraint pour des raisons techniques, si on prend le cas des pentes de Sérocourt, mais aussi pour des raisons parfois de sécurité. Rappelez-vous le grand débat qu'il y avait eu boulevard Leitol, quand il a fallu, pour des questions de sécurité, abattre des arbres. Il y a eu une montée de contestation de quelques individus. Et voilà, il y a des choix des fois à faire, mais voilà, on n'est pas sur la même échelle, donc je crois qu'il ne faut pas faire d'amalgame, et ceux qui font de l'amalgame le font avec un objectif de polémique, et je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit. Alors, une question de Catherine maintenant. Bonsoir monsieur, dans le cadre des économies réalisées par la ville, avez-vous envisagé de vous passer de vos 2 chauffeurs, de votre voiture de fonction, et de ne pas dépenser les 20 000 € de frais de représentation votés en conseil municipal récemment, afin de donner l'exemple? Vous savez, une fois encore, il y a des propositions qui vont m'être faites là, dans les semaines suite au travail d'atelier qui ont eu lieu ces derniers jours. Donc on verra, peut-être que ces propositions arriveront. Il n'y a pas de petites économies. En tout cas, tout doit être regardé. Donc la question peut se poser. Maintenant, il faut regarder aussi l'aspect pratique des choses. Le fait d'avoir
d'avoir des chauffeurs pour conduire le maire ou le président de l'agglo, c'est quelque chose en termes d'outils qui semble indispensable. C'est-à-dire ça permet de gagner beaucoup de temps. Alors, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est que l'agenda d'un élu, d'un maire, un président d'agglomération. C'est quelque chose de colossal qui se mesure au quart d'heure près. Imaginez qu'en termes de déplacement, il faille que le maire prenne sa voiture, se déplace, stationne et puis aille sur son rendez-vous. On perdrait beaucoup de temps et donc d'efficacité. Quant aux 20 000 euros je dirais de participation justement aux frais de représentation, vous savez, c'est quelque chose qui existe depuis des années, même du temps de Jacques Rimbaud, ça existait, mais c'était pas officiel, hein, quelque part. Donc c'est quelque chose simplement qu'on a officialisé. Ça correspond à quoi? Vous savez, simplement quand on doit se déplacer, quand on doit inviter quelqu'un au restaurant, quand on doit, par exemple, quand on fait après le conseil municipal, selon la pratique que j'ai d'ailleurs abandonnée, on fournit aux participants une opération, ce que j'appelle sandwich après le conseil municipal. Tout ça c'est pris sur la régie du maire, hein. Tout ça c'est pris sur les frais de représentation. Donc c'est pas de l'argent qui sert à aller au cinéma ou aller au loisir, c'est vraiment le fonctionnement, je dirais, du maire au niveau de son cabinet, au niveau de son fonctionnement, et on déborde aussi là-dessus, parce que c'est le même montant, je tiens à vous le dire, qui est pratiqué depuis des années, et aujourd'hui le maire est aussi président de l'agglo, et rien ne se fait au niveau de l'agglomération, ça veut dire que globalement, on fait des économies. C'est vrai aussi pour les chauffeurs en l'occurrence. Question d'Henri de Trouy. Bonsoir Monsieur le maire. Vos vice-présidents semblent désormais tous d'accord pour élargir l'agglomération de Bourges Plus, lu dans le Berry du 9 janvier. Qu'attendons-nous désormais? Oui, effectivement, l'ensemble des vice-présidents de l'agglomération et le bureau, plus exactement le bureau du bureau communautaire, s'est prononcé pour un agrandissement de notre agglomération. Donc ça, c'est important, hein, quelque part. Bon. Maintenant, voilà, nous sommes un peu pris par, alors je ne vais pas être trop technique, par la loi NOTRe, hein, qui a été votée il y a quelques mois, dans sa mise en application sur l'ensemble des communautés de communes ou agglomérations, alors pas seulement du département, hein, c'est vrai sur l'ensemble du territoire, doit être menée, je dirais, très très vite. On a un calendrier d'ailleurs qui est insupportable, et ça c'est l'avis de l'ensemble des élus, qui ne nous a pas permis en fait de prendre peut-être suffisamment le temps de la réflexion pour mettre en balance les avantages et les inconvénients de se rapprocher avec telle ou telle commune ou telle communauté de communes. Et puis, moi je l'ai dit récemment au directeur de cabinet du secrétaire d'État qui est en charge de l'aménagement du territoire, aujourd'hui, seule une partie des directives qui a été données au préfet a été appliquée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux volets. Le premier volet, c'est le plancher minimum du dimensionnement de communauté de communes qui est passé à 15 000 habitants. Donc là, effectivement, les schémas proposés vont conduire à rapprocher les communautés de communes qui n'avaient pas qui est en dessous de ce plancher. Alors ça, on va dire que ça a plutôt été bien fait. Par contre, le deuxième volet, qui consiste à prendre en compte ce qu'on appelle l'aire urbaine, la zone d'emploi autour de l'agglomération de Bourges, n'a pas été fait. Et aujourd'hui, le schéma tel qu'il est présenté isole complètement l'agglomération de Bourges. Je l'ai redit encore il y a quelques jours en réunion à Madame la Préfète. Et ça, je trouve que c'est une grossière erreur qui est faite. Voilà, donc ce schéma doit être décidé par la préfète dans le courant de l'année 2016 pour mettre en application. Je ne désespère pas, je dirais, que les choses évoluent. Depuis un mois et demi, je rencontre beaucoup de maires des communautés de communes alentour pour expliquer la démarche, la nécessité de notre agglomération soit plus forte. Aujourd'hui, si la ville de Bourges est la troisième ville de la région Centre-Val de Loire, son agglomération n'est qu'en 6e position. Alors derrière Orléans et Tours, bien évidemment, mais derrière Dreux, Blois, Chartres, et juste devant Châteauroux et Montargis. Donc très clairement, l'agglomération de Bourges n'existe pas. Et si on a une agglomération faible, on aura un département faible. Tout entier en fait, hein, c'est une agglomération forte doit tirer le département vers le haut avec toutes ses composantes et notamment les communes rurales. Donc c'est quelque chose qui est fondamental et je crois que la marche forcée qui nous a été imposée ne permet pas sereinement d'avancer comme on devrait le faire.
Alors ça sera, tant pis si le schéma est voté comme ça, et décidé comme ça par la préfète, c'est de sa responsabilité. En tout cas, moi je travaille sur le coup d'après. Je pense que si on loupe ce coche-là, qui nous était proposé et l'opportunité qui était présente, il ne faut pas perdre de temps. Sinon, notre département va être encore tiré par le bas et existera encore moins. Question de Jeff. Bonjour, avez-vous l'intention de faire encore venir des migrants dans notre ville? Et si oui, quel est le coût pour la ville et qui paye? Vous savez, j'ai aucune intention de faire venir des migrants dans la ville. La venue de migrants dans la ville est une décision, plus exactement dans le département, c'est une décision du préfet du département, et en l'occurrence Madame la préfète. La venue de quelques migrants donc, à l'automne dernier, ça a été donc une décision des représentants de l'État et de la préfète en l'occurrence. Mon avis a été donné, l'avis a été demandé aussi au président du conseil départemental. Moi, il m'a paru légitime d'accepter. Pourquoi? Parce qu'au-delà du fait de faire venir des migrants, c'est de se reposer la question de ces migrants. Pourquoi ils viennent sur notre territoire français? Je rappelle qu'on est dans une république, et la république est une terre, je dirais, de liberté et d'égalité et de fraternité, donc on se doit de répondre à des appels. Alors tout ça doit être cadré, ça n'est peut-être pas suffisamment, en tout cas, tout ça doit être cadré. Et puis je rappeler aussi que la France est la nation des droits de l'homme. Et ça doit nous conduire à une obligation morale à prendre, je dirais, en charge, si je peux m'exprimer ainsi, des personnes qui sont des êtres humains qui sont dans des difficultés, dans la déshérence. Bon. Alors tout ça doit être cadré. Bon. Ça l'est aujourd'hui, et pour répondre à votre question, là sur les migrants qui ont intégré donc, la ville de Bourges il y a quelques mois, ils sont aujourd'hui logés au sein de l'office public départemental, donc pas sur les bailleurs sociaux de la ville de Bourges. Hein, donc ça, c'est maintenant la prise en charge est faite par l'office public, donc le département. Donc aucune charge n'a été imputée donc, à la ville de Bourges, et ça j'y tenais beaucoup. Hein, j'avais dit oui, mais à la préfète, il était hors de question qu'une fois encore, le gouvernement transfère encore des responsabilités financières aux collectivités, parce que ça suffit, je crois que ça fait quelques années qu'on supporte ça et ça devient insupportable. Ok pour recevoir sur nos territoires, mais en tout cas, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités et prenne en charge la totalité des frais engendrés par la venue de ces migrants. Donc je vous rassure, cette opération n'a rien coûté, strictement rien, à la ville de Bourges. Question de Jérôme. Bonjour, comment votre conseil municipal a-t-il vécu la disparition de votre adjoint Sébastien Cartier? Comment peut-on vivre cette situation dramatique qui nous a touchés dans nos cœurs, bien évidemment, sur le coup, bien sûr, puisque d'abord Sébastien Cartier était quelqu'un de très attachant, c'était comme je le qualifie, un gentil, très apprécié en tant qu'homme, dans l'équipe et même sur le territoire, dans les fonctions qu'il menait. Quelqu'un de très performant dans ses actions, je le mesurais régulièrement sur le suivi de ses dossiers. Et puis voilà, la vie a décidé de nous l'enlever. C'est un drame, un drame très profond qui m'a touché très personnellement, puisque j'étais très proche de Sébastien Cartier. Maintenant, comme il est de coutume de dire, la vie continue. Malheureusement ou heureusement, les choses doivent avancer, et je crois que finalement, ça a permis de resserrer encore les liens autour de cette équipe municipale qui les avait déjà très serrés. Et l'orientation qui se prend aujourd'hui, c'est évidemment en sa mémoire, c'est d'avancer encore plus fort, parce que Sébastien était quelqu'un qui a envie d'entreprendre, qui tout ça dans un esprit, je dirais, de service public et d'intérêt général. Il n'en faisait pas une question personnelle, son engagement politique était récent. Donc voilà, donc c'était quelque chose de terrible, de toute manière, dès que vous perdez un membre d'une famille, un ami, un proche, voilà, il faisait partie de notre famille. Maintenant, c'est très douloureux, bien évidemment, c'est toujours douloureux, mais il faut avancer. Et c'est pour ça que j'ai souvent l'occasion de dire depuis le 21 décembre,
et notamment à ceux qui cherchent à bafouer, bafouer l'homme, que ce soit la presse ou ailleurs en l'occurrence. Excusez-moi l'expression, mais foutez-lui la paix, quoi, laissez-le tranquille. Question de Catherine. Mesurez-vous les conséquences d'abandonner l'entretien des marais de Bourges pour 50 000 euros, alors que ce patrimoine mondial de l'humanité est très fragile? Vous savez, 50 000 euros, c'est beaucoup et peu à la fois. Nous avons décidé donc depuis dans le mandat précédent, donc ça fait donc 2 ans que nous faisons des opérations de curage dans les marais. Donc nous allons continuer l'opération sur 2016, sauf s'il y a un vrai problème, mais j'en connais pas le contenu aujourd'hui. Nous allons poursuivre parce que ça me paraît indispensable. C'est quelque chose que les maraîchers attendaient. Depuis très très longtemps. C'est quelque chose qu'on fait en collaboration avec les 2 associations de maraîchers pour déterminer quels sont les lieux d'intervention. Voilà, s'il y a un point qui fédère les 2 associations, c'est bien celui-là. Donc nous menons ces opérations qui me semblent indispensables. Et puis c'est aussi notre responsabilité en tant que collectivité d'assurer la police de l'eau, hein, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, assurer l'écoulement en fait, des cours d'eau qui alimentent en fait les marais. Donc il me semble tout à fait normal que nous poursuivions cette opération-là. Je vais peut-être redire ce que j'ai dit plusieurs fois depuis le début de ce chat. Peut-être dans les propositions que me feront mes équipes tout à l'heure, on proposera peut-être la suspension de cette opération, parce que 50 000 euros, c'est une somme qu'on peut mettre ailleurs. Voilà, ça sera aussi encore une décision collective de poursuivre ou ne pas poursuivre. Aujourd'hui, très sincèrement, au fond de moi-même, je pense qu'il faut poursuivre, mais voilà, même si le maire est le seul à décider au bout du compte, en tout cas, moi, ma méthode de management est plutôt le partage, parce que je pense qu'on est plus intelligent dans plusieurs têtes que dans une, et j'attends ces propositions. Alors peut-être il sera question de curage, peut-être pas, nous verrons. Question de Dédé. Bonsoir Monsieur le maire. Beaucoup de Berruyers ne font plus visiter les monuments historiques, culturels, à chaque venue de leurs amis extérieurs à la ville, car cela leur revient vite trop cher. Les Berruyers ne pourraient-ils pas avoir des réductions? Alors, vous savez, les réductions, une période où on cherche à faire des économies, l'idée c'est pas forcément de faire des réductions. Maintenant, tout peut être envisagé. Je dirais, si c'est des réductions pour les verrouillés et puis une augmentation des tarifs pour leurs visiteurs, si tout ça équilibre les comptes, moi je n'y vois absolument aucun problème. Je ne suis pas sûr que le problème soit là. Aujourd'hui, nous avons des tarifs sur nos monuments, nos visites de monuments qui sont vraiment très très faibles. Regardez ce qui se passe dans d'autres villes, du même acabit que la ville de Bourges, et comparer, c'est souvent ce que je dis, comparer les tarifs qui sont pratiqués à Bourges et dans des villes similaires. On parle souvent des parkings aussi. Les parkings sont très chers à Bourges. Mais non, allez pas très loin, ne serait-ce dans la région Centre-Val-des-Loire, vous allez voir que les tarifs sont beaucoup plus élevés. Je ne pense pas que ce soit ça qui soit un frein. Je crois que, voilà, si nous, on n'a pas mesuré hein, une moins bonne fréquentation de notre patrimoine, au contraire, on a plutôt une augmentation. Je crois que voilà, c'est peut-être conjoncturel, mais voilà, mais franchement, on n'est pas au stade de la réduction des tarifs et on n'est pas forcément au stade de l'augmentation, mais comprenez bien que dans une période où on cherche à faire des économies, c'est pas en continuant à faire des réductions ou en faisant de la gratuité qu'on ira dans le bon sens. Alors, question de Nathalie D. Monsieur le maire, quelle bonne résolution avez-vous prise pour notre ville cette année? Vous savez, les bonnes résolutions, j'ai pas attendu 2016, mais mes bonnes résolutions sont de reprendre ce que j'ai dit à la fin de l'année 2015. C'est très simple en fait. Hein. Je l'ai dit au début de ce chat, c'est de faire en sorte de tout mettre en œuvre de manière à ce que la situation financière de la ville soit acceptable à la fin de ce mandat. Ce n'est pas une mince affaire, je peux vous assurer, c'est quelque chose de très très compliqué. Mais voilà, une fois encore, c'est mon devoir. C'est mon devoir en tant que maire. Je ne me lâcherai pas là-dessus. Si je fais le bilan à la fin du mandat en 2020, et s'il y a quelque chose que j'aurais réussi positivement, c'est ça. Bon, le reste, on va dire, n'aura pas trop d'importance, mais voilà, la bonne résolution, c'est continuer à travailler pour le bien des Berruyers, pour le bien des habitants de l'agglomération aussi, et des communes de l'agglomération, et de faire en sorte qu'on se trouve dans une bien meilleure situation à la fin du mandat.
Alors, question de Gérard. Bonjour. Beaucoup d'argent a été engagé sur la réfection de la friche Métrope. Pourquoi ne plus communiquer autour de cette association qui travaille beaucoup et présente de super spectacles? Vous savez, on n'empêche pas Métrope de faire sa propre communication, hein. Toute association fait sa communication. Elle n'est pas obligée de passer par la ville de Bourges, bien évidemment. Deuxièmement, effectivement, l'amélioration, enfin les travaux de réhabilitation de la friche entrepôt, c'est quelque chose de très important pour lequel la ville de Bourges participe très peu, hein. C'est le conseil régional qui participe énormément et l'État sur ce sujet-là. Bon, nous allons faire dans les prochaines semaines une visite sur, enfin j'ai souhaité qu'on fasse une visite sur le chantier pour mesurer l'avancement et on fera la communication notamment à travers notre journal municipal et puis et les médias sur tout ce qui voulons nous suivre sur cet état d'avancement. Et puis, je voudrais aussi rajouter quelque chose, c'est que nous avons mis en place, et vous le savez, j'imagine, un nouvel outil qu'on appelle Sortir à Bourges, qui est ouvert à toutes les associations, à tous les organisateurs de manifestations ou d'animations, libres à Métrope, et puis effectivement de saisir la direction de la communication de la ville de Bourges pour qu'on intègre dans cet outil les organisations qui paraîtront effectivement sur le site internet de la ville, qui paraîtront dans le journal de la ville, qui paraîtront sur l'outil Sortir à Bourges, et puis vous verrez apparaître sur les 3 panneaux numériques que nous avons implantés récemment dans la ville. Alors, Citoyen pose la question suivante. Vous comptez tenir une réunion sur les finances de la ville le 1er février prochain. Est-ce pour annoncer l'augmentation des impôts? Non, enfin d'abord, cette réunion que j'ai voulu publique, hein, c'est une réunion d'information et pas une réunion de débat déjà. Donc il me paraissait naturel, face à une situation compliquée des finances de la ville, au-delà de toute la communication que nous avons fait depuis quelques mois sur le sujet, qu'on puisse d'une façon complètement transparente présenter les résultats de l'audit, hein, vous savez que j'ai lancé il y a quelques mois, qui explique schématiquement les raisons pour lesquelles la ville est dans cette situation. Donc il y a une rétrospective par rapport à 2008 jusqu'à 2015 et puis une prospective jusqu'à 2020. Donc il me semble naturel, en tout cas moi c'est dans mon état d'esprit, d'être complètement transparent, à la fois vis-à-vis des élus, hein, qu'ils soient des élus de la majorité ou des élus de l'opposition, qu'ils soient aussi vis-à-vis de l'ensemble des verrouillés, de connaître très concrètement, et ça par une présentation qui sera faite par quelqu'un d'autre que quelqu'un de la municipalité, hein, avoir une transparence de la situation et pas utiliser ce moment-là pour expliquer une augmentation ou non des impôts. D'abord, vous savez que c'est des décisions qui vont être prises en conseil municipal, hein, donc il y a des règles, hein, donc on ne fait pas des effets d'annonce comme ça au grand public sans respecter la règle, qui est le pouvoir du conseil municipal de décider et de voter le budget qui intégrerait éventuellement une augmentation des taux. C'est simplement une vraie réunion de transparence pour les verrouillés, vous les contribuables. Vous avez c'est pas un droit, c'est un devoir d'avoir effectivement les chiffres et les raisons pour lesquelles la ville se trouve dans cette situation et comment la ville serait si on ne prenait pas des décisions importantes. Voilà, ça n'a que ça comme objectif, mais je pense que, et j'attends vraiment que les verrouillés soient présents. C'est un moment très important qui permettront peut-être de mieux comprendre les choses. Une question de Catherine. Bonsoir Monsieur le maire. On entend parler de mutualisation des services entre la ville et la communauté d'agglomération de Bourges. Où en est-on aujourd'hui? Où vont déménager les services mutualisés? Merci pour votre réponse. Alors si vous n'entendez pas de mutualisation, c'est très bien. Vous savez, ces mutualisations entre les services de l'agglomération et ceux des communes qui constituent l'agglomération auraient dû démarrer en 2010. Rien n'a été fait depuis, voilà, c'est une chose. Donc c'était une de mes premières missions quand je suis arrivé à la tête de l'agglomération, c'est d'engager cette mutualisation. Elle a réellement démarré dans les faits au 1er janvier 2015, hein, donc ça fait quasiment un an, et nous avons quasiment totalement
réaliser ces mutualisations, alors notamment sur tous les services qui sont, on va dire, transverses. Hein. Je parle de l'informatique, je parle des ressources humaines, je parle des services juridiques, bientôt les finances, et puis tous les transferts de compétences qui sont obligatoires, hein, qui nous sont imposés par la loi. Et donc, voilà, en termes d'effectifs, il y avait 285 agents à l'agglomération quand je suis arrivé. Aujourd'hui, de mémoire, nous sommes à peu près 300, enfin, je dis à peu près, de mémoire 369, donc vous pouvez mesurer, c'est une centaine de personnes qui ont été mutualisées, donc de façon très opérationnelle, et ce qui permet, bien évidemment, de faire des économies d'échelle. Hein, des économies parce que, aujourd'hui, on a une direction de la communication qui est commune à l'agglomération et à la ville de Bourges, donc on n'a pas une de chaque côté, comme c'était le cas jusqu'à présent. On a un cabinet du maire-président qui est identique, alors qu'avant il y avait deux cabinets. Ça permet aussi, on gère au niveau de l'agglomération toute la partie RH, c'est-à-dire notamment les gestions de la paye des agents, alors de l'agglomération, de la ville de Bourges et du CSAS. Donc ça permet de faire des économies d'échelle au niveau du CSAS aussi. On utilise maintenant les mêmes logiciels de paye. Enfin, voilà, ce sont des économies, je dirais, substantielles. Alors pas énormes, parce que vous savez, il ne faut pas croire qu'une utilisation permet de faire des économies immédiates, parfois même au contraire. Bon. En tout cas, voilà, ça permet d'engager un processus qui paraît tout à fait naturel et évident. D'ailleurs, dans le secteur privé, on connaît ça depuis des années. Et tout ça, ce sont des choses qui vont se poursuivre dans le temps, donc on a accéléré le mouvement. Maintenant, effectivement, la question que vous posez sur la situation géographique des agents, c'est un vrai problème aussi, puisque en fait, nous n'avons pas aujourd'hui, je dirais, de la place naturellement disponible dans nos services. Il faudrait peut-être à terme qu'on ait un hôtel communautaire qui puisse rassembler l'ensemble des services de l'agglomération. Donc c'est pas d'actualité, je dirais, sur la réalisation dans le court terme. Hein. Nous avons une étude qui a été validée au sein de l'Aglo pour avoir cet objectif-là à terme. Et aujourd'hui, nous utilisons les bâtiments de l'agglomération et les bâtiments de la ville de Bourges. Ainsi, vous avez, je dirais, toute la partie RH qui est centralisée dans les bureaux de l'hôtel de ville. Vous allez avoir tous les secteurs qui traitent l'urbanisme, l'instruction, les permis de construire et toutes les animations, toutes les activités liées à, je dirais, au plan local d'urbanisme qui seront transférées officiellement au 1er janvier 2016, hein, donc il y a quelques jours, et qui seront rassemblés dans le bâtiment agglomération à Foch. Vous avez l'informatique qui est dans un autre bâtiment qui est comme ça de l'agglomération, donc à l'aéroport. Donc voilà, nous utilisons, je dirais, les places disponibles pour faire un peu des norias, mais on sait que ce n'est pas une situation définitive. Mais en fait, nous sommes obligés un peu de jongler. Ce qui nous paraît important, c'est un, d'assurer toujours le service public correct, parce que ça, c'est notre vocation, et deux, que les conditions de travail des agents soient tout à fait acceptables. Et je crois que nous travaillons dans cette optique-là. Et je pense globalement que c'est réussite. Alors, c'est une réussite, il y a toujours des ajustements à faire, bien évidemment, mais en tout cas, les choses se passent plutôt bien. Question de Lolo. Bonsoir, ma question pose sur l'économie de la ville. Quelles sont, à votre connaissance, les prochaines installations d'entreprises à Bourges? Alors, prochaines installations d'entreprises concrètes, hein, ça va aller maintenant très vite. Hein. Vous savez qu'on parle depuis quelques temps de l'arrivée d'une plateforme Intermarché, une plateforme logistique, et puis d'une plateforme logistique aussi de Carrefour. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plateforme logistique Intermarché sera opérationnelle à la fin 2016, donc bientôt. Hein. Si vous avez l'occasion de passer à proximité de l'échangeur de l'autoroute, vous pouvez voir le bâtiment qui est en train de monter une vitesse très rapide. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis pour la plateforme Carrefour, ça sera plutôt fin 2017. Hein. Donc je tiens à rappeler que l'arrivée de ces deux plateformes logistiques, c'est la création, et je dis bien création, de 400 à 500 emplois supplémentaires. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble fondamental. Et puis, alors là, c'est un peu une délocalisation, mais c'est aussi important, hein, qui peut permettre justement à un agrandissement des capacités donc, de l'entreprise Mona, qui va se décentraliser de son site historique qui se trouve place des Marronniers, donc aussi à niveau de l'échangeur, à côté de la plateforme Intermarché. Donc juste à côté de la voie romaine, vous voyez aussi l'autre bâtiment qui est en cours de construction, et donc le déménagement devrait avoir lieu normalement selon les plannings cet été pour une mise en production totale sur le site au mois de septembre.
Alors nous avons toujours des contacts, hein, donc nous accentuons aussi nos démarches pour faire venir des entreprises sur notre agglomération. Donc c'est pas facile, vous connaissez la conjoncture économique générale qui rend les choses un peu complexes, mais voilà, nous avons encore décidé en bureau communautaire, pas plus tard que lundi, de mettre l'accent sur le développement économique. Hein. Vous savez, c'est une compétence majeure d'une agglomération. Nous allons mettre des moyens sur ce sujet-là, de manière à faire venir d'autres entreprises, parce que Bourges, c'est une agglomération, a des atouts. La preuve, c'est qu'il y a des entreprises qui existent et qui restent sur le territoire. Il y en a d'autres qui viennent s'implanter. Donc, c'est pas par juste plaisir de venir sur Bourges, mais c'est parce qu'ils y voient un intérêt. Donc, voilà, nous travaillons toujours sur le développement économique. Et là, je salue en particulier tous les services de l'agglomération qui travaillent sur ce sujet-là, et en particulier mon premier vice-président, le maire de Germay, qui prend à bras-le-corps ce sujet. Question de Jeff. Bon, monsieur le maire, votre chat vidéo, c'est bien beau, mais comme tous les politiques, vous employez très bien la langue de bois. À quand le retour d'une vraie politique proche des habitants de la ville, si vous ne voulez pas voir au niveau local comme au niveau national des partis extrêmes? Vous savez, vous voyez les choses comme vous l'entendez. J'ai l'occasion de voir vos commentaires sur la page Facebook de la mairie. Je n'ai pas vraiment envie de perdre de temps sur ce sujet-là. Chacun interprète les choses comme ils sont. Moi, très clairement, cette chat vidéo, je trouve que c'est un bon outil. D'abord, j'ai de très très bons retours. Hein, ça permet un contact direct avec la population. C'est sans tabou. Les questions ne sont pas triées. La preuve, c'est que la vôtre, on aurait pu l'enlever. Donc oui, il n'y a absolument pas de langue de bois. La proximité vis-à-vis des habitants, bah, écoutez, venez un peu en ville et puis parcourez la ville. Peut-être qu'on aura l'occasion de se croiser. Peut-être que si on ne se voit pas, c'est parce que vous n'êtes pas forcément aussi souvent à la ville de Bourges. Vous savez, quand on fait aussi, on retransmet en direct les conseils municipaux et les conseils communautaires, c'est bien la volonté justement d'ouvrir les débats à la population. C'est pas justement pour cacher ces débats. Si on fait une réunion publique pas facile pour la présentation de la situation financière de la ville le 1er février, c'est aussi pour être à proximité par rapport à la population. Donc voilà, votre jugement, écoutez, c'est le vôtre. Je ne veux pas chercher à vous convaincre, je n'ai pas de temps à perdre et je n'ai surtout pas d'énergie à perdre avec vous. Question de Florence Henny. Bonsoir monsieur le maire, parlez-vous bien anglais? Si oui, peut-être devriez-vous solliciter diverses nationalités étrangères pour les inviter à participer bénévolement aux Jeux d'escrime qui se tiendront au mois d'avril. En effet, quelques accompagnants étrangers pourraient être ravis de participer bénévolement pour encadrer ces jeunes. Écoutez, il me reste 3 mois pour apprendre l'anglais. Bon, que je maîtrise, on va dire modestement. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de pratiquer dans mon ancien métier, dans les fonctions que j'avais en particulier, mais vous savez, c'est un peu la pratique d'une langue étrangère, ça demande de l'entraînement régulier et de la pratique. Alors c'est vrai que j'ai abandonné l'usage de la langue anglaise depuis quelques mois maintenant, mais je sais que s'il faut s'y remettre, je m'y remettrai, il faut que je dégage un tout petit peu de temps. Je sais que j'ai des adjoints qui maîtrisent parfaitement les langues étrangères. Voilà, on pourra les solliciter. Et puis voilà, dans les services de la ville ou de la collectivité, il y a toujours des bénévoles qui pratiquent la langue de Shakespeare, qui peuvent venir nous solliciter. Nous avons, vous savez, des guides touristiques aussi qui pratiquent bien la langue anglaise. Donc si des bénévoles étrangers veulent visiter ou faire visiter la ville au moment des championnats du monde d'escrime cadet et junior, ils seront les bienvenus. Ils n'hésitent pas à nous contacter et puis nous ferons en sorte d'être performants sur la pratique de l'anglais de manière à les impliquer dans cette très grande manifestation qui est très très importante pour l'attractivité et la connaissance de la ville de Bourges et de son agglomération. Question de Val. Bonjour monsieur, voyez-vous l'avenir de la ville de Bourges en rose? Plus précisément, en 2020, pensez-vous être face à Irène Félix ou à Yann Galu? D'abord, il faudra que je sois candidat. Pour connaître mes opposants. Sincèrement, voir la ville de Bourges en rose, je n'y tiens pas particulièrement.
Mais plus sérieusement, vous savez, la conduite d'une collectivité comme une ville, comme une commune ou comme une agglomération ne doit pas, ne doit pas être attachée à une couleur politique. Euh, c'est pas le sujet. Évidemment, chacun peut avoir des convictions, des valeurs ou des valeurs différentes de son concurrent. Ça, c'est une évidence. Mais voilà, nous ne sommes pas dans une grande ville, nous sommes dans une ville à taille humaine, quasiment 70 000 habitants. Et ce que demandent aujourd'hui nos administrés, puisqu'on les appelle comme ça, c'est pas que le maire ait une étiquette du Parti Socialiste, du Front de Gauche, qu'il soit centriste et qu'il soit de droite. C'est pas ça le sujet. C'est d'avoir la compétence pour gérer une ville, c'est d'être à l'écoute de ses administrés et essayer de répondre au mieux à leurs besoins en fonction des contraintes que peut avoir une collectivité, d'être à l'écoute, de faire avancer sa ville, de faire en sorte que sa ville soit attractive, de, de créer de l'emploi en faisant venir des entreprises pour combattre ce fléau qui est le chômage. Donc c'est ça qu'attendent les verrouillés, puisque c'est dont il est question concernant la ville de Bourges. Maintenant, l'étiquette politique derrière n'a aucune importance. Vous savez, moi je trouve très, très sincèrement, suivant l'actualité politique nationale, qu'il y a de très bonnes choses et de très bonnes propositions qui sont faites même par le gouvernement actuel, et puis il y a des choses que je trouve parfaitement insupportables, et puis il y a quand le gouvernement était plutôt à droite, il y a des points sur lesquels je n'étais pas d'accord, et d'autres sur lesquels je l'étais, mais c'est pas ça le sujet, c'est pas la couleur politique, c'est l'envie d'avoir cette responsabilité de maire d'une ville, c'est d'être à l'écoute de ses administrés encore, de faire le travail, parce que c'est un vrai travail avec passion, et puis d'être sérieux, donc c'est tout simplement ça qui doit nous motiver, mais ce n'est pas la couleur politique. Pour moi, ça n'a vraiment aucune importance. Alors après, de savoir s'il vaut mieux que j'ai en face de moi Madame Félix ou Monsieur Gallu, c'est pas le débat aujourd'hui. Je pense que mes préoccupations aujourd'hui sont vraiment bien autres que de savoir qui sera en face de moi si d'aventure j'étais candidat en 2020. Alors, question de Thomas. Bonsoir, vous vous êtes engagé dans votre programme à réaliser le dossier de la MCB et avez été élu aussi pour ça. Êtes-vous prêt à un nouveau mensonge électoral, un nouveau renoncement dans un contexte où les scores élevés du FN sont notamment liés à une crise de confiance dans la parole politique? Écoutez, ça rejoint votre question à ma réponse précédente. Ne mélangeons pas tout, en fait. Hein. Alors, bien évidemment, si on se réfère aux élections régionales, puis je vais y revenir 2 minutes, et cette poussée terrible du Front National, qui est effectivement je dirais un signal fort, mais qu'il faut prendre en considération. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui la classe politique ait encore compris qu'il fallait vraiment changer la politique. C'est ce que veulent les Français. Au-delà de ça, la Maison de la Culture, voilà, c'est un sujet local. Une fois encore, les orientations que nous avons prises à un moment donné avec mon équipe municipale et au moment des élections notamment, c'était en connaissance de cause avec les éléments que nous avions à l'époque. Bon. Les éléments ont été, on va dire, pas découverts, mais sont beaucoup plus précis aujourd'hui. Et vous savez, je tendance à dire qu'il n'y a que les ânes qui ne changent pas d'avis. Si vous croyez que c'est un plaisir du maire que je suis aujourd'hui, qui était candidat, de prendre des décisions contraires à ce qu'il imaginait, sincèrement, je ne vois vraiment aucun intérêt. Et sur la Maison de la Culture, je ne sais pas quelle sera l'issue de ce projet-là, mais tant bien même qu'il faille abandonner, reporter ou Dieu sait quoi, ça ne sera pas pour que je me fasse plaisir. C'est-à-dire que les conditions du moment ou les conditions futures ne permettraient pas d'aller au bout de cet objectif. Donc c'est ça qui doit nous conduire. C'est pas quand vous fermez la piscine Robinson, imaginez-vous que j'ai aucun plaisir à fermer la piscine Robinson. Si nous avons dû le faire, c'est parce que nous étions obligés de le faire. Nous n'avions pas d'autre solution. Donc c'est tout ça qu'il faut retenir sur une gestion de la ville. Arrêtons de faire de la politique politicienne dans la gestion d'une ville. Ce sont des choses qui sont complètement différentes. On a une commune a ses contraintes qui sont les siennes. Eh bien, il faut faire avec ces contraintes et toujours, une fois encore, s'assurer du service public. C'est ce que les administrés attendent d'une collectivité, attendent d'un maire. Et moi, je m'inscris simplement dans cette voie-là. Il ne s'agit pas de dire
on avance les choses et on ne les fait pas par principe de mensonge. Non, si on ne peut pas faire les choses, c'est réellement parce qu'on ne peut pas les faire. Et en tout cas, c'est la raison pour laquelle je veux expliquer à la population de Verrières la situation de la ville, pour qu'elle comprenne qu'il y a forcément, à un moment donné, des décisions à prendre qui sont des décisions lourdes et qui ne sont pas forcément des décisions de gaieté de cœur. Mais voilà, c'est ça la transparence. Alors il y en a qui prônent la transparence et quand on en fait, ils n'en veulent plus. Moi, je veux de la transparence et j'irai jusqu'au bout. Et maintenant, la dernière question posée par Samia. Bonjour Monsieur le maire, où en sont les ambassadeurs de Bourges? Est-ce vraiment utile pour notre ville dans un contexte financier si compliqué? Vous savez, les opérations ambassadeurs, la ville de Bourges, ça coûte strictement rien ou pas grand-chose, à part leur remettre à leur nomination un diplôme et puis une petite mallette qui doit coûter quelques euros pour qu'ils puissent œuvrer dans leur mission, c'est tout. Voilà. Donc après, c'est une opération qui a été lancée il y a quelques mois. On sait que c'est une opération dont on mesurera, je dirais, l'effet dans quelques mois. Il faut du temps, hein. Mais en tout cas, ce que je mesure, c'est que les ambassadeurs aujourd'hui de la ville de Bourges jouent vraiment leur rôle d'ambassadeur. Hein. On suit toutes les actions qu'ils ont menées. Ce sont des forces de proposition, justement dans l'objectif de faire connaître Bourges, de faire connaître ses atouts, participer à leur attractivité. Donc c'est quelque chose de passionnant et on mesurera effectivement une efficacité avec le temps qui sera peut-être difficilement quantifiable. Et puis à partir de là, une fois encore, ça coûte quasiment rien. Et puis écoutez, quand on sait que notre dernier ambassadeur s'appelle Marie-Christine Barrault, qui a été nommée ambassadeur il y a quelques jours de ça, on peut en être fier parce qu'elle connaît la ville, hein, ça fait plusieurs fois qu'elle vient et je sais que ça fait partie de ces personnes qui vont porter haut et fort les belles couleurs de la ville de Bourges. Donc il faut continuer sur ces opérations et puis si vous le souhaitez, écoutez, si vous n'êtes pas déjà, venez vous inscrire en tant qu'ambassadeur et je suis persuadé que vous serez efficace dans cette mission. Voilà, écoutez, nous arrivons donc à la fin de ce chat vidéo. Je voulais vous remercier vraiment du fond du cœur de ces questions qui sont à chaque fois pertinentes. Vous avez vu que nous avons parlé beaucoup de budget de la ville de Bourges et de ses finances. Et c'est la preuve que ce sont des sujets qui vous intéressent. Et je suis très heureux d'y avoir répondu en toute transparence et je serai toujours à votre disposition pour le faire. Nous arrivons donc à cette fin de session de chat vidéo. Je vous donne rendez-vous donc le 10 février prochain, toujours à 19 h. Je vous renouvelle vraiment encore du fond du cœur mes vœux de belle et bonne année 2016. Et en attendant, je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.